Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Quelque part dans le nord de la mer d'Arabie, à environ 200 milles nautiques au sud-est du détroit d'Ormuz, un porte-conteneur iranien de 965 pieds-fil à 17 nœuds sur une eau gris vert. Sa destination, Bandar Abbas, en Iran. Inscrit en blanc sur sa coque, le MV Tuska. Et voici la partie que personne ne met en avant. Parce que lorsqu'une crise devient compliquée, la version des faits favorables à Trump cherche habituellement un slogan avant de chercher une carte. Quelqu'un savait exactement ce qui allait se passer ensuite, et cette personne n'était pas du côté américain. Le destroyer lance-missiles USS Spruance, un navire de guerre de classe Arleigh Burke, transportant des missiles de croisière Tomahawk, des intercepteurs Standard, des missiles Sea Sparrow et un équipage de 329 personnes détectent le Tuska. Le Spruance, dont la construction et l'exploitation coûtent environ 2 milliards de dollars, est l'un des combattants de surface les plus capables de la planète. Il constitue l'épine dorsale du groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln. Et, pendant les 6 heures qui suivent, le cargo iranien va le dominer. Non pas avec des armes, non pas avec la vitesse, mais avec le temps. Et avec un plan que les analystes du renseignement sont encore en train de reconstituer ce matin. Voici ce que personne ne vous dit. Le temps, bien sûr, est le seul adversaire qu'aucune conférence de presse n'a jamais réussi à intimider pour qu'il obéisse. Le Tuska était sous sanction du Trésor américain depuis 2018. Toutes les entreprises qui lui étaient liées, son propriétaire, la Mossack Area Shipping Company de Téhéran, ses gestionnaires techniques, ses gestionnaires commerciaux, étaient toutes sanctionnées depuis 2012. Ce navire ne se faufilait pas. Il ne se cachait pas. Son transpondeur EIS émettait. Il a accosté pour la dernière fois à Port Klang, en Malaisie, le 12 avril. Et, avant cela, il faisait des allers-retours entre le port chinois de Zhuhai et des terminaux iraniens. Le Tuska n'était pas un accident. Le Tuska était un message. Les forces américaines ont lancé le premier avertissement vers 8h42. Puis un autre, puis un autre. Le Spruance a transmis sur la fréquence passerelle à passerelle. Le message capté sur une vidéo que le CENTCOM diffuserait quelques heures plus tard était brutal et direct. Motor Vessel Tuska. Motor Vessel Tuska. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We are prepared to subject you to disabling fire. L'équipage n'a pas obtempéré. Le Tuska a continué d'avancer à 17 nœuds vers Bandar Abbas. Et chaque minute pendant laquelle le Tuska continuait d'avancer était une minute pendant laquelle le Spruance ne pouvait rien. Qu'un cargo force la superpuissance la plus brillante du monde à attendre, ce n'est pas seulement un problème tactique. C'est aussi le genre d'image qui dérègle le scénario habituel de l'homme fort. Pour comprendre ce que faisait réellement ce navire ce dimanche matin-là, il faut comprendre où en était le monde à cet instant précis. Le 7 avril, le président Trump a annoncé un cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran après avoir averti que, et je le cite directement, « A whole civilization will die tonight if no deal was reached ». Ce cessez-le-feu a été négocié en grande partie par le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Azim Munir. Il était fragile dès le premier jour. J. D. Vance l'a qualifié de très fragile quelques heures à peine après son annonce. Le cadre exigeait un arrêt immédiat des hostilités, la réouverture du détroit d'Ormuz et une fenêtre de négociation de 15 à 20 jours. Cette fenêtre expire aujourd'hui, le mercredi 22 avril, ce soir, heure de Washington. Le premier cycle de pourparlers à Islamabad, le 11 avril, a duré 21 heures. Aucun accord. La formulation était typique de l'univers Trump en gestion de crise. Mettre le feu au plafond d'abord, puis présenter la fumée comme une preuve de leadership. La délégation américaine, composée du vice-président J.D., Vance, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se trouvaient dans une autre. Des messages circulaient entre eux. Ce n'est pas une figure de style. C'est ainsi que fonctionne réellement la diplomatie. Indirectement, par messager, couche après couche d'intermédiaires. La vraie diplomatie ressemble rarement à un slogan de rassemblement, et c'est précisément pour cela qu'elle irrite si souvent ceux qui préfèrent ce genre de slogan. Chaque transmission constituait une autre occasion, pour un partisan de la ligne dure, d'intercepter le message, de le ralentir ou de l'empoisonner. Et il y avait beaucoup de partisans de la ligne dure prêts à faire exactement cela. Il y avait une troisième personne dans la pièce. Cela comptera plus tard, mais il est important de le garder à l'esprit. Le 12 avril, les pourparlers d'Islamabad s'étaient effondrés sans résolution.
Les deux enjeux centraux, le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran et la question de savoir qui contrôle le trafic dans le détroit d'Ormuz, restaient sans réponse. Trump a alors déclaré un blocus naval de tous les ports iraniens. 10 000 soldats américains, plus d'une douzaine de navires de guerre, plus de 100 avions de chasse et de surveillance. Depuis le 13 avril, les forces américaines ont refoulé 28 navires commerciaux qui tentaient d'atteindre des ports iraniens. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié ce qui se passe dans le détroit de plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial. Le Brent s'établissait à 95 $ et 71 cents dimanche matin. Le prix moyen national de l'essence a atteint 4 $ et 500 le gallon. Le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, a déclaré que les prix pourraient ne pas repasser sous 3 $ avant l'an prochain. Les blocus font de gros titres musclés. Ils se montrent moins coopératifs quand ils commencent à rédiger la facture de carburant de tout le monde. L'Europe, avec des réserves de gaz à seulement 30% de leur capacité après un hiver brutal, voit les indices gaziers néerlandais TTF approcher du double de leurs niveaux antérieurs. Le Koweït et le Qatar, qui dépendent du détroit pour plus de 80% de leurs importations alimentaires, acheminent par avion des produits de base afin d'éviter une crise humanitaire. Voilà la cocotte minute dans laquelle le Tuska s'est engagé dimanche matin. Mais voici le piège. Et c'est là que l'histoire bascule complètement. Les 6 heures de non-conformité du Tuska n'ont pas seulement mis le blocus à l'épreuve, elles ont déclenché une réaction en chaîne qui a failli détruire entièrement les pourparlers de paix. Car le dimanche n'était pas un jour comme les autres. Le dimanche était le jour où la délégation américaine était censée se préparer à reprendre l'avion pour Islamabad en vue d'un deuxième cycle. Le dimanche était le jour où le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, devait indiquer si Téhéran enverrait sa propre équipe au Pakistan. Le dimanche était la fenêtre, et le Tuska l'a englouti. Autrement dit, un seul navire a fait ce que le message politique à répétition n'admet jamais pouvoir arriver. Il a obligé l'échéancier à répondre à la réalité plutôt qu'à la rhétorique. Après ces 6 heures de face à face, le Spruance a finalement agi. Plusieurs obus du canon Meka-45 de 5 pouces du destroyer, une arme entièrement automatique capable de tirer de 6 à 20 coups par minute, ont été dirigés vers la salle des machines du Tuska. Non pas pour le couler, non pas pour tuer l'équipage, mais pour neutraliser sa propulsion. Le navire de 965 pieds s'est retrouvé immobilisé, mort dans l'eau. Des marines de la 30 et Ernst Marine Expeditionary Unit ont ensuite descendu en rappel depuis des hélicoptères décollés de l'USS Tripoli, des cordes tombant sur le pont du porte-conteneurs. Le Tuska, battant toujours pavillon iranien, se retrouvait désormais sous contrôle américain. Le président Trump s'est retrouvé sur Truth Social quelques heures plus tard. The Iranian crew refused to listen. So our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engine room. Right now, US Marines have custody of the vessel. We are seeing what's on board. We are seeing what's on board. Quatre mots. Et voilà que revenait encore ce réflexe familier de Trump, traiter un point chaud géopolitique comme une audition en direct pour la domination de l'heure de grande écoute. Et, à Téhéran, cette phrase a déclenché exactement ce que les partisans de la ligne dure voulaient. Parce que, quand le message public est conçu avant tout pour avoir l'air fort, il finit souvent par frapper le plus fort chez ceux qui veulent le plus l'escalade. Le porte-parole militaire iranien était sur les médias d'État avant même la fin de la journée. La déclaration disait « We warn that the armed forces of the Islamic Republic of Iran will soon respond and retaliate against this armed piracy by the US military ». Le ministre des Affaires étrangères, Araki, a qualifié le blocus d'acte de guerre et de violation du cessez-le-feu. La télévision d'État iranienne a diffusé que nulle délégation iranienne ne s'était rendue à Islamabad. Le deuxième cycle de pourparlers, celui qui devait produire au minimum un protocole d'entente, un cadre permettant d'acheter du temps, semblait mort. Les contrats à terme sur le pétrole ont bondi de 14% à 89 $ et 94 cents le baril pour le brut américain. Le Brent a grimpé à 87 $ et 88 cents. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont reculé de 67%. Les marchés ont cette fâcheuse habitude de chiffrer l'écart entre les coups de torse et le contrôle réel. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont perdu 57%. Les contrats à terme sur le Dow ont chuté de 407 points. En 48 heures, les traders ont commencé à intégrer des scénarios dans lesquels le détroit ne rouvrirait pas complètement avant l'été. Et des analystes de plusieurs banques ont commencé à faire circuler des notes internes sur ce que représente un Brent à 120 $ pour le produit intérieur brut mondial. La réponse n'est pas jolie. Elle rime avec récession. Pour tout l'habillage autour de la force, il n'y a rien de particulièrement fort à faire exploser le prix de tout. Passons maintenant à la troisième personne dans la pièce. Ce détail compte,
Et le voici. Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, l'homme censé diriger la délégation de Téhéran à Islamabad, a publié sur les réseaux sociaux mardi. In the past 2 weeks, we have prepared to reveal new cards on the battlefield. Il n'a pas donné plus de détails, mais des personnes proches de l'équipe de négociation iranienne ont dit aux journalistes que Ghalibaf n'est pas simplement un diplomate. C'est un ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique. Il est par parcours et par instinct un partisan de la ligne dure. Et le gouvernement iranien, comme Trump lui-même l'a souligné dans sa publication sur Truth Social mardi, est profondément fracturé. Cette fracture est la véritable histoire. Parce que, d'un côté, le président iranien Massoud Pezeshkian donne à entendre, avec prudence, avec beaucoup de prudence, qu'une voie diplomatique est possible. Sa publication sur X, lundi 17. Deep historical mistrust in Iran toward U.S. conduct remains, while unconstructive and contradictory signals from American officials carry a bitter message. C'est une façon présidentielle de dire « je veux un accord, mais vous me rendez politiquement impossible » le fait de le dire en public. Et de l'autre côté, il y a le corps des gardiens de la révolution islamique, les durs, la faction qui a posé des mines dans le détroit d'Ormuz, puis qui, selon plusieurs rapports, a perdu leurs traces. La faction qui a tiré sur des navires commerciaux dans le détroit, le jour même où le Tuska a été saisi. La faction qui voit dans chaque concession un pas vers l'effondrement du régime. Le premier signal, c'était le Tuska. Le vrai signal, celui qui compte, c'est de savoir si les nouvelles cartes de Ghalibaf constituent un levier de négociation ou une menace de reprise de la guerre. Voici ce que disent en privé des responsables. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, est presque constamment au téléphone. Il a rencontré mardi l'ambassadeur américain par intérim à Islamabad. Des responsables pakistanais disent aux deux camps qu'ils sont convaincus qu'une délégation peut être réunie. Le maréchal Asim Munir, l'homme qui a négocié le cessez-le-feu initial, active les lignes téléphoniques au plus haut niveau. Des JF-17 et des F-6 de l'armée de l'air pakistanaise sont restés en alerte pour escorter des appareils iraniens dans l'espace aérien pakistanais, transpondeurs éteints, couverts par des AVAX. La mécanique de la diplomatie de navette est pleinement engagée. Mais une mécanique sans volonté politique n'est qu'un bruit. Et la volonté politique devient plus difficile à rassembler quand chaque signal public est filtré par le besoin d'avoir l'air le plus dur pour les caméras du pays. Deuxième signal, Trump a prolongé le cessez-le-feu mardi, mais sous condition. Non pas de quelques jours, non pas de quelques semaines, mais jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition unifiée. Sa publication décide, based on the fact that the government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so, and upon the request of Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, we have been asked to hold our attack. Il a confirmé que le blocus se poursuivait. Il a confirmé que l'armée restait prête et capable. C'était une formulation très alignée sur l'univers Trump, présenter la retenue comme une faveur et s'assurer que cette faveur soit emballée dans une démonstration de menace. Et l'ancien ambassadeur américain à Oman, Mark Severs, est allé sur CNBC et il a dit clairement « This is the last chance to achieve an agreement before the ceasefire expires ». Pendant ce temps, les États-Unis ont abordé un deuxième navire mardi, le MT Tiffany, un pétrolier auparavant sanctionné pour contrebande de brut iranien, saisi discrètement dans l'océan Indien entre le Sri Lanka et l'Indonésie. Pas de drame, pas de vidéo. Remarquez comment l'opération la plus silencieuse n'avait besoin d'aucune ponctuation théâtrale pour être réelle. La déclaration du Pentagone était sèche. International waters are not a refuge for sanctioned vessels. 28 ships have now been turned away or seized since April 13th. Et le secrétaire au Trésor Scott Bessent a dit aux journalistes que les capacités de stockage du pétrole iranien sur l'île de Karg seraient pleines d'ici quelques jours, ce qui signifie que les exportations pétrolières iraniennes s'arrêteront de fait. Non pas à cause d'une action militaire directe, mais parce qu'il n'y a plus nulle part où mettre le pétrole. La pression peut être stratégique. Le danger commence quand l'argumentaire de vente autour de cette pression se met à prétendre qu'il s'agit de la même chose qu'un plan pour l'après. Un étranglement économique appliqué à un navire à la fois. Environ 20% du pétrole brut et du gaz naturel mondiaux passent habituellement par le détroit d'Ormuz. Quand le détroit s'est éteint au début de mars, le Brent a bondi au-delà de $120 le baril et Qatar Energy a déclaré un cas de force majeure sur toutes ses exportations. Le Koweït, l'Irak, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont collectivement perdu 10 millions de barils par jour de production. Les Philippines ont décrété l'état d'urgence. Le Zimbabwe, le Bangladesh, le Nigeria et le Vietnam ont fait face à de graves pénuries de carburant.
C'était le monde avec le détroit complètement fermé. Le monde, en ce moment, fonctionne dans l'espace situé entre ce désastre et une réouverture fragile, conditionnelle et contestée. Voilà la partie que les marchands de slogans passent toujours sous silence. Les points d'étranglement mondiaux se moquent complètement du ton triomphant du point de presse. Et chaque saisie, chaque tir d'avertissement, chaque diffusion sur les médias d'État de Téhéran rétrécit cet espace de quelques pouces de plus. Voici ce qui se passe réellement en ce moment, le mercredi 22 avril, pendant que cela se déroule. Witkoff et Kouchner sont à la Maison-Blanche. Le voyage de Vance à Islamabad a été annulé pour la journée, officiellement reporté dans l'attente d'une proposition iranienne unifiée. À Téhéran, l'ayatollah Ali Reza Arafi, membre du conseil intérimaire de direction de l'Iran, avertit que toute attaque pendant les négociations créerait un dangereux précédent mondial. La télévision d'État iranienne martèle qu'aucune délégation n'a quitté le pays pour le Pakistan. Mais, séparément, des sources proches de la médiation disent aux journalistes que les canaux officieux restent ouverts. Oman est impliqué. Le Qatar est impliqué. La Turquie est impliquée. L'architecture de la communication indirecte demeure entièrement intacte. Ce qui manque, c'est le signal. Le seul message de la bonne personne à Téhéran qui dirait « Nous venons à la table ». Les canaux parallèles existent encore, même si les coins les plus bruyants de la politique continuent d'agir comme si la diplomatie ne comptait que lorsqu'elle tient dans une publication percutante. Trump a déclaré à Bloomberg lundi que la trêve expire mercredi soir, heure de Washington. Il a ajouté qu'il ne la prolongerait pas au-delà de mercredi et qu'il ne rouvrirait pas le détroit tant qu'un accord n'aurait pas été conclu. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à une reprise des combats en l'absence d'accord, il a répondu « If there's no deal, I would certainly expect the targets. If bombing resumes would include Iran's power plants and bridges, infrastructure strikes designed to impose maximum economic pain without triggering a full-scale ground war. » Voilà la menace américaine. La contre-menace iranienne, formulée par Galibaf, parlait de nouvelles cartes sur le champ de bataille, non précisées, non révélées, destinées à maintenir les Américains dans l'incertitude. L'expression « douleur maximale » fait partie de ces formules qui paraissent décisives dans un communiqué et catastrophique dans le monde réel, ce qui explique probablement pourquoi elles survivent si bien dans le marketing politique. Et quelque part dans la mer d'Arabie, le MV Tuska est immobile, mort dans l'eau, salle des machines éventrées, marines à bord, cargaison toujours en cours d'évaluation. Un porte-conteneur iranien de 965 pieds battant pavillon iranien, chargé de sanctions, qui a monopolisé pendant 6 heures toute l'attention d'un destroyer américain à 2 milliards de dollars. Pour un mouvement qui vénère l'image de la domination, c'est une photo de 6 heures particulièrement gênante. Et, ce faisant, il a fait exploser le moment diplomatique dont les deux camps avaient le plus besoin. Que cela ait été un accident né de l'entêtement ou un acte calculé de perturbation stratégique, voilà la question sur laquelle travaillent les analystes du renseignement en ce moment. La réponse change tout à ce qui vient ensuite. L'alternative binaire. Prochaine 24 à 72 heures. Au cours des 24 à 72 prochaines heures, l'une de deux choses se produira. Soit Abbas Araghchi monte à bord d'un appareil escorté par l'armée de l'air pakistanaise avec son équipe, atterrit à Islamabad, entre dans une pièce où Witkoff et Kouchner l'attendent, et les deux parties s'entendent sur un protocole d'entente, un cadre qui prolonge le cessez-le-feu, ouvre une voie sur l'enrichissement et donne à chaque dirigeant assez de matière pour présenter cela comme une victoire chez lui. Soit le temps s'écoule. Les pourparlers s'effondrent complètement. Trump autorise des frappes contre les centrales électriques et les ponts iraniens. Le corps des gardiens de la révolution islamique révèle ces nouvelles cartes. Que cela signifie des attaques de vedettes en essaim contre le blocus, des opérations de pose de mines, des frappes contre des bases américaines dans la région, ou quelque chose que personne ne modélise encore à l'heure actuelle, le détroit d'Ormuz replonge dans le noir. Le pétrole repasse au-dessus de 120 $. L'essence monte à 6 $ à la pompe. Le S&P 500 bascule en correction dans les 48 heures. Et ce serait l'absurdité finale. Une autre crise vendue dans le langage du contrôle pour finir sous la forme d'une facture envoyée à tout le monde. Et la guerre qui devait durer 6 semaines devient tout autre chose, quelque chose sans issue claire, sans vainqueur clair et sans fin claire. Ce n'est pas de la spéculation. C'est ce que des responsables des deux camps disent en privé dans les pièces où les caméras n'entrent pas. Accord ou bombe. Percée ou effondrement. Le prochain geste appartient à Téhéran. Et en ce moment, Téhéran ne décroche pas le téléphone. Les micros appartiennent peu, être encore aux interprètes les plus bruyants, mais les conséquences, elles, ne leur appartiennent jamais.
C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.